Banque centrale majeure, tour d'horizon des politiques monétaires et diagnostic technique de toutes les paires majeures en USD. Avertissement légal, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast & Forex. Dans cette nouvelle édition du Fast & Forex, vous allez assister à première partie. On va pas parler uniquement, nous n'allons pas parler uniquement de la Réserve fédérale des États-Unis. Je vais passer en revue toutes les banques centrales majeures pour tenter de répondre à un paradoxe. Oui les amis, il y a un paradoxe. Cette année 2025, toutes les banques centrales majeures, sauf la Fed et la Banque centrale du Japon, la BOJ, le cas particulier de la BOJ, j'en dirai un mot tout à l'heure, elles ont toutes baissé leur taux d'intérêt, et pas qu'une seule fois. La Fed, quant à elle, n'a pas touché au taux d'intérêt des fonds fédéraux. Peut-être le fera-t-elle en septembre, peut-être ne le fera-t-elle pas en septembre, peut-être le fera-t-elle en octobre, peut-être ne le fera-t-elle pas en octobre. Dans tous les cas, nous avons les données passées. Depuis janvier, toutes les banques centrales majeures ont baissé le taux d'intérêt des fonds fédéraux. Je vais vous parler de la Banque centrale européenne, de la Banque de réserve d'Australie, de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, de la Banque d'Angleterre, de la Banque nationale suisse, de la Banque centrale européenne, de la Banque du Japon, de la Banque centrale du Canada. Je les passe en revue. Donc je vous disais, première partie, déjà on commence par un bilan, qu'est-ce qu'elles ont fait, où on va comparer le taux directeur, entre guillemets, de chacune de ces banques centrales, où en est leur devise. Il y a un paradoxe, puisque le dollar US est la devise la plus faible du marché d'échange, alors que la Fed n'a pas baissé ses taux. Toutes les autres devises ont connu des baisses de taux et elles sont beaucoup plus fortes que le dollar. Il y a un souci, le dollar est la seule devise majeure en baisse. Toutes les autres montent face à lui. Le contraire aurait dû se passer, en tout cas, si le marché d'échange avait respecté la divergence des politiques monétaires. Mais il a peut-être été pris par autre chose, et je ne sais pas, une défiance vis-à-vis du dollar américain, de la dette publique américaine, de la guerre commerciale, je ne sais pas. Banque centrale. Nous restons sur notre sujet des banques centrales. Deuxième partie, donc oui, ce paradoxe, je vais l'illustrer. Il y a un paradoxe. Et c'est même plus qu'un paradoxe, une contradiction monétaire. La théorie de la politique monétaire, l'impact sur le marché d'échange, le contraire aurait dû se produire depuis le début de l'année. C'est-à-dire un dollar tout en haut et toutes les autres devises tout en bas. Or, c'est le contraire qui s'est passé. Le dollar tout en bas, toutes les autres devises tout en haut, alors que toutes les autres devises ont des taux tout en bas et que le dollar a des taux tout en haut. Troisième partie, le cœur de la vidéo, je passe en revue. Oui, ça va être un peu chiant, mais c'est intéressant pour vous qui vous intéressez, je l'espère, au marché d'échange, sinon vous ne serez pas là. Je passe en revue toutes les banques centrales. Pour chacune d'entre elles, leur politique monétaire, la perspective pour la prochaine action monétaire, y aura-t-il encore une baisse de taux ou pas? Et, bien sûr, nous allons parler des devises de ces banques centrales, donc le tour d'horizon complet, et aussi, bien sûr, l'état de l'inflation pour chacune de ces banques centrales. C'est la clé. Quatrième partie, le tour d'horizon technique de toutes les paires majeures en dollars. Donc AUD-USD, Euro-Dollar, GBP-USD, USD-CHF, USD-Yen, USD-CAD, NZD-USD. Et vous allez voir qu'en fait, techniquement parlant, elles ont des structures très différentes, mais qu'en grande partie, la suite va se positionner vis-à-vis du dollar US, puisque toute leur hausse annuelle se positionne par rapport au drop du dollar américain. Mais techniquement parlant, les configurations sont différentes. J'en fais donc le tour d'horizon. C'est parti. C'est important de poser le contexte. Je suis assez convaincu du fait que le marché ne parlant que de la Fed. Je suis assez convaincu du fait que la plupart d'entre vous ne connaissent pas la politique monétaire qui a été menée par les autres banques centrales. Je vous pose la question, allez-y. Et répondez honnêtement. Quelle a été la politique monétaire de la Banque centrale européenne cette année? Bon, ça c'est facile, tout le monde sait. Bon. Deuxième question, facile aussi. Quel est le taux d'intérêt actuellement de la Banque nationale suisse? Allez-y, dites-le, tac au tac. Quand même, quel est le taux d'intérêt de la Banque nationale suisse? Bon. Alors on va faire plus dur. Quelle a été la politique monétaire de la Banque centrale, de la Banque de réserve d'Australie? Voilà. Si vous avez la réponse à aucune de ces questions, ou seulement une sur trois, cette vidéo peut vous intéresser. Mais zéro. Zéro.
Zéro, c'est le taux d'intérêt de la Banque nationale suisse. Oui, zéro. Pourtant, l'USD-CHF n'a pas rebondi. La divergence des politiques monétaires ne fonctionne pas cette année. C'est quand même énormément paradoxal. Ce sera mon introduction et ce sera des graphiques. Il n'y aura pas de slide trop rédigés. Une première partie introductive sous la forme cette fois-ci d'illustration. Là, je change. Parfois, j'écris des slides et parfois non. Donc, commençons les choses par regarder cette agréable infographie. Donc, une infographie qui nous vient de Bloomberg. C'est important de citer ses sources. Et je la trouve extrêmement parlante. Vous avez sous les yeux une représentation graphique de l'action des banques centrales en 2025, à travers le monde, avec un code couleur. C'est toujours très efficace de représenter les choses de cette façon. Plus vous allez vers les couleurs froides, plus ça baisse. Plus vous allez vers les couleurs chaudes, plus ça monte. Déjà, globalement, l'on constate qu'à travers le monde, une majorité des banques centrales a baissé les taux d'intérêt. Ça rappelle aussi que dans le monde, il n'y a pas qu'une seule banque centrale. Il n'y en a pas que deux. Il n'y en a pas que trois. Fed, Banque nationale suisse, Banque centrale européenne. Le monde est grand. En général, en Occident, la Fed a toujours eu un rôle leader, un rôle moteur. Et en général, la Fed prenait une décision de politique monétaire et la BCE et la Banque d'Angleterre s'alignaient. Et aussi la Banque centrale du Canada. Mais cette année, non, les choses sont différentes. Vous pouvez observer que les États-Unis sont en gris. Gris égale 0. 0 pour le taux de la Banque nationale suisse, 0 pour 0 baisse de taux de la part de la Fed cette année. Et là, mystère, baisse de taux au Canada. Baisse de taux encore plus importante des pays de la Banque centrale européenne. Baisse de taux en Nouvelle-Zélande. Baisse de taux en Australie. Hausse de taux au Japon, mais c'est différent. Baisse de taux en Chine. Je crois qu'un certain nombre de grandes économies mondiales, et en particulier donc la Chine et l'Union européenne, ont baissé les taux. Ce n'est pas le cas des États-Unis. Ce n'est pas le cas de la Fed. Déjà, lorsqu'on voit ça, c'est-à-dire que les États-Unis sont à 0 et les plus grandes économies du monde sont en baisse, logiquement, je vous dis, revenez dans le passé, prenez une machine à voyager dans le temps. Revenez dans le passé. Si vous avez cette machine à voyager dans le temps, déjà vous êtes assuré d'être riche, puisque si vous avez suivi les tendances boursières, vous pourrez investir à temps dessus, connaissant le futur. Mais restons sur notre sujet. Prenez une machine à voyager dans le temps, revenez au mois de janvier, et allez voir une société de gestion Forex, et montrez-lui ce graphique. Là, ils vont se dire, papa, génial! Je sais ce qui se passe en 2025, la Fed va pas baisser ses taux, le monde entier baisse les taux, j'achète le dollar. J'achète le dollar. Vous leur donnez une carte magique en leur montrant ce graphique. Eh bien, pourtant, en leur montrant ce graphique, vous allez leur faire perdre beaucoup d'argent. L'infographie que je vous ai montré tout à l'heure vous montre le taux d'intérêt des banques centrales du monde entier. Mais sur le marché des changes, vous avez des catégories de devises. Et vous avez notamment les banques centrales dites majeures, c'est-à-dire les banques centrales dont la monnaie a le plus de volume sur le marché des changes. Et elles sont ici sous vos yeux. La Réserve fédérale des États-Unis, la Banque d'Angleterre, la banque de réserve d'Australie, la Banque centrale de Chine, Canada, Banque centrale européenne, Banque du Japon et la Banque nationale suisse. Cas particulier de la Banque centrale de Chine, puisque sa monnaie n'est pas totalement libre sur le marché des changes. Mais peu importe, c'est la Chine quand même. Qu'est-ce que l'on constate? Elles ont toutes baissé les taux cette année, sauf US-INTR. US-INTR pour United States Interest Rate, le taux d'intérêt de la Fed qui ne bouge pas. Donc vous êtes revenu en janvier 2025 avec votre machine à voyager dans le temps. Vous allez voir une société de gestion sur le marché des changes, vous leur montrez ça. Et vous leur montrez ça, ils se frottent les mains, ils se disent c'est bon, c'est gagné, c'est jackpot, le dollar va s'envoler cette année, nous allons gagner beaucoup d'argent. Et bien manque de peau, vous avez sous les yeux la comparaison de la performance des monnaies depuis le début de l'année. Non seulement le dollar n'a pas monté, non seulement le dollar baisse, mais secondo,
Cette baisse peut être qualifiée de chute, puisqu'il perd 10%, et tertio, toutes les autres monnaies sont en hausse. Alors là, le gérant Forex, à qui vous aviez fait pourtant un beau cadeau en revenant dans le passé en janvier 2025, en lui montrant ce qu'allait se passer sur les taux d'intérêt, le gérant Forex, il a envie de prendre une machine pour aller dans le futur, vous retrouver et vous dire « Attends, mais tu m'as tendu un piège, qu'est-ce qui s'est passé ?» Mais c'est qu'il n'avait pas tous les éléments et que la divergence des politiques monétaires compte, et parfois quand il y a quelque chose de structurel qui prend le dessus, eh bien c'est compliqué. Cette année, bien sûr, c'est la dette publique américaine, c'est la défiance vis-à-vis de la politique budgétaire américaine, c'est la guerre commerciale, c'est les tarifs douaniers, c'est l'incertitude globale macro liée aux États-Unis, qui fait que le dollar a été donc pénalisé. Mais tout de même, ce n'est pas anodin. En tout cas, ce qui est certain, c'est que lorsqu'on se pose la question de quelle sera la tendance des paires majeures en dollars, quelle sera la tendance du GBP-USD, de l'AUD-USD, du NZD-USD, de l'euro-dollar, de l'USD-Yen, de l'USD-CAD, de l'USD-CHF, on va la regarder graphiquement tout à l'heure. Eh bien, eu égard au fait que l'essentiel de leur tendance cette année est expliqué par la baisse du dollar, vous avez bien compris que la suite de leur tendance sera encore vis-à-vis du dollar américain. Elles ne sont même pas influencées par leurs propres fondamentaux. Elles n'ont même pas été influencées par leur propre politique monétaire. C'est uniquement un positionnement vis-à-vis du dollar. Donc, où ira la UD-USD cette année? Il montrera si le DXY continue de baisser inversement. Alors, parfois, attention, ça ne va pas durer comme ça éternellement. Il y a des moments où la politique monétaire locale, où les facteurs locaux reprennent le dessus. Mais en tout cas, là, l'opposition est tellement marquante entre celui-là qui est en baisse, pour des raisons qui ne sont pas monétaires, et toutes les autres qui sont en hausse, que forcément, lorsque le DXY reprendra le chemin de la hausse, et je pense que c'est notamment un scénario qui arrivera en 2026, tout ce beau monde trottera. Mais continuons, on va creuser. Donc, là, vous avez le classement depuis le début de l'année des paires majeures en dollars, et effectivement, il n'y a pas une seule devise face à laquelle le dollar est en hausse. Puisque euro-dollar en hausse, c'est dollar en baisse. GBP-USD en hausse, c'est dollar en baisse. NZD-USD en hausse, c'est dollar en baisse. AUD-USD en hausse, c'est dollar en baisse. USD-CNY en baisse, c'est dollar en baisse. USD-CAD en baisse, c'est dollar en baisse. USD-Yen en baisse, c'est dollar en baisse. DXY, c'est le code du dollar. Et USD-CHF en baisse, c'est le dollar en baisse. Et donc le franc suisse qui s'apprécie de 11% par rapport au dollar. Bon, ça, tout le monde sait lire ça. Alors maintenant, passons en revue l'ensemble des banques centrales dites majeures. C'est-à-dire les devises qui ont le plus de liquidité sur le marché des changes, les devises qui sont le plus présentes dans les réserves de change des États, même si en réalité, bon, c'est surtout le dollar et l'euro. Mais il y a toujours un peu de franc, il y a toujours un peu de GBP, ça traîne. Le franc, le GBP, ça peut être 2-3% des réserves de change d'un État. Le dollar, c'est quasiment la moitié, l'euro, c'est un tiers, voilà. Donc même, un peu le yen aussi, un peu le yen. Banque centrale dite majeure, la Réserve fédérale des États-Unis, la Banque centrale européenne, la Banque d'Angleterre, la Banque centrale du Japon, la Banque de réserve d'Australie, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, la Banque nationale suisse et la Banque du Canada. La Fed, nous en parlons tout le temps, j'en parle tout le temps, je vais continuer d'en parler tout le temps. Je vous renvoie vers le Top Gun que je vous ai proposé ce lundi. Y aura-t-il un pivot de la Fed en 2025? Ça va dépendre des prochains chiffres de l'emploi, des prochains chiffres d'inflation. Jérôme Powell a ouvert effectivement la porte à ce scénario. Lorsque vous regardez au moment où j'enregistre la vidéo, les anticipations de politique monétaire de la Fed à travers deux outils, l'outil CME Fed Watch Tool, il y a 87% de probabilité d'une baisse de taux en septembre, mais il ne s'agirait que d'un pivot technique. Alors, sur la différence entre absence de pivot, pivot technique et pivot réel, je vous renvoie vers le Top Gun que j'ai enregistré ce lundi. Je pense que nous sommes encore là dans l'incertitude quant à savoir s'il va s'agir d'un pivot technique ou d'un pivot réel. D'autre part, deuxième outil, vous pouvez utiliser aussi Polymarket, et donc l'outil CME Fed Watch Tool nous dit 87% de probabilité d'une baisse de taux le 17 septembre, et l'outil Polymarket nous dit que c'est 81%. Donc là, ça converge. Alors qu'est-ce qui peut chambouler tout ça? Bien sûr, ce sont les prochains chiffres, notamment de l'emploi. Ça, c'est pour la Fed, ok. Maintenant, faisons le tour d'horizon des autres banques centrales, et vous allez voir qu'elles ont toutes baissé leurs taux. La Banque centrale européenne a baissé ses taux 8 fois. 8 fois sur les 12 derniers mois. 8 fois sur les 12 derniers mois. Avec un taux de refinancement qui est désormais à 2,15 et un taux de dépôt qui est à 2.
C'est-à-dire que la Banque Centrale Européenne a actuellement une politique monétaire dite neutre, ni restrictive, ni accommodante. Il semble qu'il n'y aura pas d'autres baisses de taux d'ici la fin de l'année, sauf si la guerre commerciale pose davantage de difficultés à l'économie européenne. Éventuellement une dernière, mais l'essentiel est fait. L'inflation est à la cible. Le taux d'inflation nominal de la BCE, de la zone euro, est à 2. La Banque d'Angleterre, malgré une inflation résiliente, a baissé ses taux donc de 25 points de base et a ramené son taux à 4% lors de sa dernière décision de politique monétaire, mais c'était serré. Ça s'est joué à pas grand-chose. Je vous ai déjà expliqué que par exemple au sein de la Fed, le comité de politique monétaire qui décide de la politique monétaire de la Fed, le FOMC, il faut 12 voix. Et bien au sein de la Banque d'Angleterre, c'est 9 voix. C'était du 5 contre 4. Et d'ailleurs, moi je pense que pour la Fed, le 17 septembre, ça va se jouer à une voix près. Il y aurait encore une baisse de taux grand max cette année. Pourquoi? Parce que l'inflation est largement au-dessus de la cible de la Fed. La Banque centrale du Japon, ça n'a rien à voir. Le pays a connu de la déflation pendant 15 ans, ou en tout cas une croissance des prix nulle. Les taux donc remontent parce que désormais l'inflation est globalement à la cible. La normalisation de la politique monétaire de la BOJ, c'est-à-dire la fin des taux négatifs, 0,5 actuellement, c'est un taux qui est au plus haut depuis 2008, va se poursuivre doucement, gentiment, avec probablement un taux de la BOJ qui atteindra 1% l'année prochaine. La Banque de réserve d'Australie a baissé ses taux de manière assez significative et devrait peut-être encore baisser une fois ses taux. Son taux est actuellement à 3,6. Pourquoi? Parce que le taux d'inflation est revenu dans la cible de la Banque d'Australie. Et notez que pour la Banque de réserve d'Australie, c'est très différent. L'objectif n'est pas un chiffre. Par exemple, la Fed à la BCE, c'est 2%. C'est vrai que c'est un peu ennuyeux, 2%. La Banque de réserve d'Australie, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande se sont facilité la tâche. Regardez pourquoi, je vous explique. L'objectif d'inflation de la Banque de réserve d'Australie, c'est un range. C'est le range 2-3. Imaginez si là, la Fed de Powell disait non, bah finalement, l'objectif d'inflation, c'est pas 2, mais c'est l'intervalle 2-3. Bah c'est bon, on peut baisser les taux. D'ailleurs, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, la RBNZ, qui a aussi baissé ses taux plusieurs fois, avec désormais un taux directeur à 3% au plus bas depuis août 2022, et qui devrait entrer aussi en stabilisation. Pourquoi? Parce que l'inflation est à 2,7 et elle, c'est encore plus simple. L'objectif, c'est l'intervalle entre 1 et 3. On est tranquille, hein? L'objectif, c'est de maintenir l'inflation entre 1 et 3. Donc si là, la Fed, par exemple, décidait de modifier sa cible d'inflation de 2% à un intervalle 1 et 3, c'est bon. On est à 2,6 sur le PCE, on baisse les taux. Le problème, c'est que faire ça, bon, il faudrait que ça passe par la loi, il faudrait, bon, il y aurait une perte de crédibilité de la Fed. Mais ce que je vais vous montrer, c'est que ce qui explique que d'autres banques centrales ont pu agir, c'est qu'elles ont des objectifs qui sont différents. Et enfin, la Banque centrale du Canada, là aussi, la Banque centrale du Canada n'a cessé de suivre ce que faisait la Fed. Et bien là, rien à voir. Il y a eu 225 points de base de baisse consécutive du taux de la Banque du Canada. La Banque centrale du Canada qui a ramené son taux à 2,75. En grande partie, pourquoi? Parce que globalement, l'inflation est à la cible et il y a une incertitude dans la relation commerciale avec les États-Unis et bien sûr, le Canada est très dépendant de ses échanges commerciaux avec les États-Unis. Donc, pour résumer, hormis la Banque centrale du Japon, toutes les banques centrales majeures, la BCE, la Banque d'Angleterre, la Banque de réserve d'Australie, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, ah oui, j'oubliais la Banque nationale suisse, mais là aussi c'est un cas particulier, le taux est revenu à 0. Ça y est, ça n'aura pas duré longtemps. Le taux est à 0 parce qu'il n'y a pas d'inflation. En même temps, bon, dans les chiffres officiels, il n'y en a jamais vraiment eu. C'est sûr que si par contre en Suisse, le taux d'inflation consistait en l'évolution du prix de l'immobilier depuis 30 ans, ce ne serait pas la même chose. Mais peu importe, prenons le chiffre officiel, celui qui guide la Banque nationale suisse. Bon, bah 0 égale 0. Voilà, donc le taux est à 0. Alors ça n'a pas fait baisser le franc. Alors, le franc ne s'apprécie plus. Sauf choc majeur, ça va être difficile que le franc monte davantage. C'est-à-dire que l'euro CHF aille plus bas et que l'USD CHF aille plus bas. Il y a un moment ou un autre avec des taux à 0 quand ça sert du 4,5 aux States. Bon, voilà. C'est pour ça que l'USD CHF et même l'euro CHF sont en phase de bottomisation. Voilà. Donc on est à 0.
Donc toutes ces banques centrales majeures ont baissé leur taux de manière significative, certaines sont revenues à zéro, la plupart d'entre elles ont l'inflation à la cible, et malgré tout, leur devise a fortement monté face au dollar américain. La question qu'on peut se poser, c'est si jamais la Fed pivote, qu'est-ce qui va se passer sur le dollar? Bon, ça c'est la question auquel je réponds chaque semaine dans le Fast and Forex. Alors maintenant, on va regarder les choses sur le plan technique pour chacune de ces paires majeures, mais ayez conscience du fait que les performances des paires majeures en dollars ayant été cette année entièrement, quasiment, décidées par le comportement absolu du dollar américain, puisque vous avez vu que le DXY est tout en bas et que toutes les autres devises sont tout en haut, forcément, à la question de savoir où ira par exemple l'USD-CHF cette année, bon, si ça avait dépendu que du taux de la Banque nationale suisse, on serait beaucoup plus haut. Il est à 0. La Fed est à 4,5. Non, en fait, ça dépendra du DXY. Donc la réflexion, et c'est pour ça, moi, chaque semaine, que je couvre l'analyse technique du DXY, puisque où ira l'USD-CHF, où ira la UD-USD, le NZD-USD, l'USD-CAD, etc., ça dépendra du dollar. Pas que, je vous l'accorde. Vous allez voir que les configurations techniques sont différentes. Mais le dollar restera vraiment la clé. Alors on regarde les choses un peu sous l'angle graphique, en regardant aussi le positionnement institutionnel quand il est, disponible. Alors, en ce qui concerne le dollar américain face à un panier de devises, rapidement, le schéma est le même, le dollar est stabilisé sur un support, il y a des divergences, pas de double divergence, mais il y en a au moins une. Nous ne sommes pas encore dans un scénario de renversement haussier tant qu'il n'y a pas soit un dépassement de résistance ou une structure de renversement haussier. Et concrètement, ce que prépare ici le dollar US, ça va dépendre de la Fed. Faire un range, dépasser la résistance, repartir. Faire d'abord un dernier plus bas et repartir. Ça, nous verrons bien. Le cours de l'euro-dollar, lui, bon, la bloque au niveau des 1,1760, 1,18 $. Dans l'absolu, tant qu'il se maintient au-dessus de cette zone, tant qu'il se maintient, au-dessus des 1,1495, ça reste bullish. Casser un 14,95, c'est une première alerte. Mais sur les graphiques de long terme, tout ce trend a été cassé par le haut. Donc, au-dessus de cette zone, même si ça reteste ici, ça peut repartir à la hausse après. Donc, au-dessus de cette zone, ça reste bullish. Là, on a quand même une résistance court terme. Mais en fait, finalement, c'est la version un peu inversée du dollar américain face à un panier de devises. C'est un range qui s'installe ici entre les 1,15 et les 1,18 dans l'immédiat. La UD-USD et le NZD-USD ont exactement la même configuration graphique. Ah oui, d'ailleurs, pour l'euro-dollar, au stade actuel, il n'y a pas, j'ai les toutes dernières données ici du rapport Commitment of Traders de la CFTC, il n'y a pas de renversement de la position nette institutionnelle. Donc, les institutionnels restent bullish sur le cours de l'euro-dollar. Ce sont les datas qui datent de la semaine dernière. Il n'y a pas de renversement. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, sur le dollar américain face à un panier de devises, nous sommes en stabilisation, mais il n'y a pas encore ni le signal technique, ni le signal de positionnement institutionnel qui dit que le bottom est fait. Le débat reste entier. Mais forcément, lorsque le dollar sortira de cette compression, l'impact va concerner toutes les paires majeures en dollars. Alors justement, si je prends les dollars dits des antipodes, le dollar d'Océanie, bon, vous voyez bien qu'il y a une structure qui est équivalente entre l'AUD-USD et le NZD-USD. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'AUD-NZD et le NZD-USD sont très liés aussi à la tendance de fond du dollar face au yuan-renminbi et que le dollar face au yuan-renminbi a tendance à baisser, que techniquement parlant, il semble viser la partie basse d'un trading range dans lequel il évolue maintenant depuis plusieurs mois, et que donc le yuan se renforce, et que mécaniquement cela pourrait finir par soutenir la UD-USD et le NZD-USD. Dans tous les cas, tant que ces deux marchés se maintiennent sous cette ligne de tendance, ils sont en tendance baissière. Et briser cette ligne de tendance donnerait un gros signal bullish sur la UD-USD et le NZD-USD. Et pour l'instant, donc, ce n'est pas le cas. Alors, sur le taux USD-CAD, il y a une configuration qui, vous savez, le jour où le dollar américain fera son bottom, et moi je pense que ce sera en 2026 et qu'on aura une vraie hausse du dollar américain, l'USD-CAD sera
un des meilleurs véhicules pour jouer la hausse du dollar US. Déjà, d'un point de vue technique, tant qu'on se maintient au-dessus de cette tendance, au-dessus de cette ligne de tendance, c'est un marché haussier. Le dollar canadien est sous pression d'un prix du pétrole qui se maintient bas, avec la production US qui est au plus haut, avec la réouverture des vannes de la part de l'OPEP. La relation commerciale avec les États-Unis reste compliquée, ça va maintenir la pression sur le dollar canadien. Bon, les taux de la Banque centrale du Canada sont tout en bas. Le jour où le dollar américain donnera un signal de hausse, l'USD CAD sera un des premiers à en profiter pour remonter ici en direction des 1,47. Vous avez les données institutionnelles, vous les avez sur les autres paires majeures. Ici, positionnement institutionnel sur les contrats futurs et les contrats d'option. Mais les chiffres ne sont pas significatifs dans le sens où le volume est faible. Il y a peu de traders institutionnels qui sont impliqués en fait. Mais lorsque vous regardez par exemple sur l'AUD-USD, effectivement la position nette recule. Donc ça va dans le sens de ce que montre l'analyse technique, c'est-à-dire que tant qu'on est sous ce graphique, tant qu'on est sous cette trendline, c'est bearish. Lorsque vous prenez le positionnement institutionnel sur l'USD CAD, donc ici le CAD USD, il n'y a pas beaucoup de traders ici qui sont impliqués, hein, vous voyez les chiffres ici, mais là aussi la position nette institutionnelle recule, on voit qu'il y a une augmentation du nombre de positions vendeuses, ça va dans le sens de cette tendance haussière de l'USD CAD. Alors, l'USD CHF, lui, ok, il est tout en bas, alors que pourtant, les taux de la BNS sont à 0, mais la Suisse est une économie stable, le franc est une devise stable. Face à l'incertitude de la guerre commerciale, bon, le franc est recherché, même si la Suisse se tape des méga droits de douane, ça reste la Suisse, IO de prospérité, stabilité. Le différentiel de taux ne peut pas être plus en défaveur du franc, et pourtant, on ne peut pas dire que le franc soit en baisse. Malgré tout, il y a le début de quelque chose, il y a l'amorce ici d'une situation de divergence, mais la divergence ne fait que ralentir la baisse. Aucun signal bullish sur l'USD CHF tant qu'on ne franchit pas au moins la résistance des 0,8145. Par contre, le jour où on franchit 0,8145 et derrière 0,83, là oui, ça repartira à 0,87. Ce jour-là, je vous le dirai si je les suis, hein, s'il y a un signal, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le GBP USD, lui, se reprend gentiment, doucement. La livre sterling est quand même sous pression, la dette publique britannique, bon, les taux en Grande-Bretagne baissent quand même beaucoup moins que les autres banques centrales majeures, l'inflation reste à un niveau élevé, je pense que c'est ça qui permet au GBP de se maintenir. Mais vous avez ici une énorme résistance qui date de 30 ans. Je veux dire, le GBP peut éventuellement continuer de se reprendre dans cette structure, mais le jour où il se présente ici, le jour où il se présente à 1,40, ce sera une opportunité de vente majeure. Tellement là la résistance est costaud, et le Royaume-Uni fait face à des difficultés macro, les taux vont rester élevés. Donc, pour le moment, on a une structure ici qui peut être une forme de reprise en biseau. Donc là, on est un peu au milieu de nulle part. Mais le niveau à surveiller, c'est ce niveau d'1,40. Ici, ce serait une superbe opportunité de vente si le GBP USD finit par s'y présenter. Alors, l'USD Yen est dans une phase de range qui est tout en haut. Ici, attention, on peut y voir ce qu'on veut. Certains y voient une épaule, tête-épaule. Bon. Le Yen a été massivement racheté par les institutionnels. Je vais vous montrer ici les données du rapport Commitment of Traders sur le yen massivement racheté, mais la position nette a tendance désormais à reculer. Il y a quand même encore davantage de positions bull. Et ce que je veux dire, c'est que malgré cette forte remontée de la position nette, eh bien, l'USDN n'a pas cassé de support. Donc c'est un range. Il ne faut pas se forcer à avoir ici une structure de renversement. On casse ça par le bas, ok, ça drop à 125. Mais pour le moment, c'est un range et il faut surveiller sa borne haute et sa borne basse. Voilà, chers amis, ainsi s'achève ce tour d'horizon. Je vous remercie de m'avoir écouté. Passez une excellente semaine.